groupé, bon, au départ, on était un groupe de professionnels. On s'est groupé pour pouvoir. L'idée, c'était de valoriser au mieux la forêt des Beaufortais. Sur un site où on essaye de valoriser au mieux la matière première que le bois. Et c'est ce qu'a fait Hélène Boucher aujourd'hui. C'est un peu particulier, elle va nous expliquer ce que c'est que tône et marteau. Allez Hélène, c'est parti, c'est à toi, les animaux. Alors, généralement, dans les Alpes, on se répartit un petit peu l'élevage des bêtes. Dans les Alpes du Sud, on a essentiellement des races de moutons. Dans les Alpes du Nord, où nous sommes, ce sont essentiellement des races de vaches. Et pourtant, eh bien, je vous ai trouvé ici une jolie race de moutons qu'on appelle le mouton des Savoies, ou autrement, eh bien, la tonne et marteau. Alors, pourquoi ce nom? Bah oui, parce que là, je vais vous expliquer tout simplement parce que ça vient de deux villages. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il y en a un qui s'appelle Tône et l'autre qui s'appelle Marteau. Voilà. On a suivi, hein, c'est vrai. On a compris. Bravo, bravo. Alors, je vous emmène tout de suite dans un élevage bio de Tône et Marteau dans le département. La journée s'annonce magnifique sur le village de Beaufort-sur-Doron. Le soleil irradie et tous les habitants ont envie de prendre l'air. Oui, vraiment tous. Les brebis belles parce qu'elles ont envie de sortir dehors. C'est le matin, elles ont passé la nuit dedans et elles ont envie d'aller manger les vertes prairies du Beaufortin. Loïc est éleveur de brebis et comme tous les matins, il vient de terminer la traite. Il s'apprête à mener ses animaux dans les prairies. Il en a 120, ce n'est pas une mince affaire. Heureusement, cette race de brebis est facile à conduire au pâturage. C'est des animaux très dociles, relativement familiers. Et Django, le chien border collie, est dressé pour ramener les brebis et intimider les plus récalcitrantes. Dans ces grands espaces verts, il va les chercher dans les endroits difficiles d'accès. Ces brebis sont plutôt rustiques, bien adaptées à la montée en estive l'été, où elles passent 3 ou 4 mois. Tous les jours, on ouvre un nouveau repas. Donc tous les jours, elles ont de l'herbe fraîche pour pas que ça soit souillé par les excréments. Cette race de brebis, c'est la tonne et marteau. Elle est le fruit de deux souches qui dominaient fin du 19e siècle le cheptel savoyard. Celle de Marteau, près d'Albertville, et celle de Tonne, dans les Aravis. Aujourd'hui, on ne la trouve toujours que dans les montagnes de Savoie et on la reconnaît très facilement. Et elles ont du caractère. Donc voilà, le bout du nez est noir, les yeux noirs, les oreilles noires et le bout des pattes noires. Et puis après un port de corne qui s'enroule légèrement. Voilà, ceci c'est caractéristique de la race Tonne et Marteau. Ce sont aussi d'excellentes marcheuses. Elles sont vraiment adaptées aux grands espaces de la Savoie. Et pourtant, elles ont bien failli disparaître dans les années 70, comme la plupart des races locales. Mais c'était sans compter la passion d'éleveurs comme Loïc et Jean-François. Ici, on fait aussi du fromage, et c'est Jean-François, l'associé de Loïc, qui le fabrique. Il en fait 5000 par an, des tomes de brebis bio fabriqués avec le lait des brebis de la ferme. Le lait de la race Tonne et Marteau est un lait très riche, ce qui permet un très bon rendement fromager. On est à peu près à 4 litres de lait de brebis pour 1 kg de fromage. Alors qu'il faut 10 litres de lait de vache pour faire 1 kg de fromage. Les tomes de brebis sont soigneusement stockés à la cave où Jean-François vient régulièrement les brosser. Retour à la bergerie pour Loïc, car hier, une de ses bêtes a mis au monde 2 petits agneaux. Et pour un éleveur, c'est toujours un grand événement. Sa famille s'agrandit. Ce sont des petits agneaux qui sont nés hier, en fin de matinée. Donc voilà, ils ont 24 heures.
C'est vraiment tout mignon. On dit doux comme un agneau. Ben, c'est pas faux. Donc, on remarque déjà tout petits, ils sont marqués comme leur maman, avec le bout du nez noir, les yeux noirs, et puis les oreilles, le bout des oreilles noires et le bout des pattes noires. Voilà, c'est une spécificité de la race. Et puis on sent déjà les petites cornes qui sont pointantes sur le sommet de la tête. Deux petits agneaux qui viennent gonfler la population de Tonne et Marteau, qui ne compte aujourd'hui plus que 3000 têtes. La jument Paloma n'est pas là pour le décor. En montagne, les pentes sont trop fortes pour travailler les prairies avec un tracteur. Du coup que maintenant Paloma a hercé les prairies, d'ici une semaine ou deux, les brebis pourront venir pâturer de l'herbe qui aura bien repoussé. Pour Loïc, travailler avec un cheval se justifie car toute l'exploitation agricole est en culture biologique. Et maintenant, un moment privilégié. Dans ce décor magnifique, c'est l'heure de la pause café entre Loïc et Jean-François. Ouais, ça a été le premier, combien de litres de lait ce matin? 119 litres. Bon, il y a 3 traites. Ils sont associés dans un GAEC, un groupement d'agriculteurs, très pratique pour avoir chacun leur vie de famille. Le travail à deux, ça permet d'être polyvalent, ce qui permet aussi de prendre des congés. Donc par exemple, quand Jeff il est en congé, ben, j'ai entre guillemets le savoir-faire de pouvoir faire le fromage. Et pareil, Jeff, quand je suis en congé, il sait comment il faut s'occuper des brebis. Mais ce n'est pas toujours évident. Le travail en GAEC, on pourrait comparer ça un peu à un mariage ou la gestion d'un couple. Des fois, il y a des hauts et des bas. Tout n'est pas toujours rose, mais on essaie de discuter pour que ça se passe le mieux possible. Même s'il y a des hauts et des bas, Loïc préfère la vie avec ses brebis. Avant, il travaillait pour une multinationale comme ingénieur. Une reconversion réussie. Il est 17h, l'heure de rentrer à la bergerie pour la traite. Une Tonne et Marteau ne produit qu'un demi-litre de lait par jour. Pourtant, Jean-François ne l'échangerait pour aucune autre. On ne changerait pas d'autres races pour celle-là, quoi. Par leur côté affectif, facile à travailler, facile à amener en champ. C'est un plaisir de les choyer et de faire attention à elles. Et elles sont même soignées avec des plantes. Elles font vraiment partie du patrimoine savoyard. Autrefois, ces brebis passaient l'hiver dans les caves à reblochons pour éviter que les fromages ne gèlent. Loïc et Jean-François font perdurer la tradition dans ces montagnes enchanteresses. Et comme Vincent a sa cuisine en plateau, eh bien moi j'ai mes agneaux en plateau aussi. Et c'est Thierry du lycée agricole de Chambéry qui nous les a ramenés puisque dans ce lycée vous participez à la conservation de la race Tonne et Marteau. Alors quel âge ils ont ces petits agneaux que Dorothée et moi avons là? Ces deux petits agneaux sont nés il y a une dizaine de jours donc au parc ils sont nés tout seuls avec leurs brebis. Sans surveillance. Alors, ils sont nés tout seuls, ça c'est une caractéristique, c'est-à-dire que c'est vraiment une race qui est rustique et vous l'élevez même toute l'année en extérieur. Oui, nous à la mode Cervelex, nous les laissons toute la saison dehors, même l'hiver, et les mises bas se font à l'extérieur. Alors on sait que c'est une race qui est mixte, c'est-à-dire on peut en garder le lait et également faire de la viande avec les agneaux. Et la laine, est-ce qu'elle peut servir? Parce qu'on voit qu'elles ont vraiment une jolie laine quand même, ces brebis. C'est tout doux. Voilà, donc, c'est tout doux, ouais. Oui, donc c'est une laine qui est assez jarreuse. Nous les tondons 2 fois dans l'année, mais elle n'a plus aucune valeur marchande. Autrefois, on s'en servait pour faire des matelas. D'accord. Parce que je crois que c'est une laine qui revient facilement, voilà, qui revient facilement en place. Toucher, et du coup, c'était très pratique pour faire des matelas. Alors là, il y a le petit agneau de Dorothée, lui, il a des taches sur le corps également. Je vais rendre le petit agneau à la brebis parce qu'elle est un petit peu paniquée. Le petit agneau de Dorothée, il a des taches noires un petit peu partout sur le corps, alors que normalement, c'est plus les yeux, les oreilles, le museau et les pattes. Comment ça se fait? Voilà, il faut savoir que dans la race Tonne et Marteau, il y a une petite variante. Donc là, vous avez des brebis qui sont cornues, mais il existe aussi des brebis qui sont mottes. Alors, ça veut dire quoi, motte? Motte, ça veut dire sans cornes. Voilà. Il n'y a pas de cornes, me dit la dame. Voilà, sans cornes. Heidi au pays des brebis, c'était Dorothée Christie, regardez. Gratuit, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et donc pour cet agneau-là, il existe aussi des individus qui sont tout noirs. Donc le papa, le bélier, était noir. C'est pour ça qu'on retrouve un agneau moucheté. D'accord, donc c'est quand même une race qui a une certaine variabilité encore aujourd'hui. Voilà, tout à fait. D'accord. Et alors vous en avez combien, vous, au lycée agricole de Chambéry? Nous, au lycée agricole, nous avons une cinquantaine
de brebis, hein, qui sont élevés à but pédagogique, hein, pour nos élèves. Voilà. Et les éleveurs de Thône et Marteau m'ont chargé de vous remettre du fromage de brebis, donc une tome fait avec du lait de Thône et Marteau. Chance. Voilà, pour vous remercier. Quelle chance. Dites donc, heureusement qu'il nous a pas offert une brebis. J'imagine vendredi pour ramener la brebis Pour dans ramener le la train, brebis, on ça aurait va être été un peu bien. compliqué. Là, ça va être plus simple avec le fromage. Dites donc, vous allez le partager, Hélène, hein, votre fromage là. Celle-là, elle est motte ou pas alors? Celle-là, je crois qu'elle est morte. Elle est motte. Gérer les forêts publiques françaises et certaines forêts privées. Ici, vous êtes dans une forêt communale. Elle appartient à la commune de Crévola. C'est une forêt privée. Les forêts publiques en France sont les forêts qui appartiennent à l'État. Ce sont ce qu'on appelle les forêts domaniales. On y fait quoi? Le rôle de la forêt en France, il y a 3 rôles principaux. Il y a le rôle de production de bois. On est là, on est des forestiers, donc on est là pour produire du bois. En montagne, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on prélève simplement ce que la nature nous donne généreusement. Après, vous avez des massifs forestiers où ça crache beaucoup plus. On fait vraiment ce qu'on appelle de la sylviculture ou de la ligniculture, c'est-à-dire qu'on produit vraiment du bois. Et là, les gens, en fait, c'est comme une plantation de blé, qu'on pousse, etc. Donc, production de bois, protection des sols, des versants, des bassins versants, etc. La forêt a un rôle de protection des massifs, de l'érosion au niveau eau, etc. Et puis le troisième rôle important de la forêt en France, c'est le rôle d'accueil du public. Donc, dans les forêts françaises, on essaye de concilier ces 3 rôles. Produire du bois, préserver les milieux, la biodiversité, hein, la faune, la flore, etc., les habitats, et puis accueillir du public. Alors, produire du bois, accueillir du public et préserver les petits oiseaux, des fois ça va pas ensemble. Parce que quand tu vas couper un arbre, tu vas couper un arbre dans lequel il y a des nids d'oiseaux. L'arbre va être débardé avec un tracteur forestier, un Timberjack ou autre. Quand il y a des touristes qui se promènent, ils vont voir des bûcherons couper des arbres, ils vont pas aimer. Ils vont voir des tracteurs forestiers qui tirent du bois, ils vont dire, les touristes vont dire on massacre la forêt, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les petits oiseaux qui vivent dans les forêts, ils sont un petit peu embêtés parce que le méchant bûcheron il coupe du bois. Donc accueillir du monde, produire du bois et préserver les milieux, parfois ça va pas ensemble. On essaye, mais ça va pas ensemble. Vous ne chantez plus? Ah, mes amis! Ah, mon femme! Ah, mon collègue! Attendez-moi! Il y a en partie un champignon, un lichen, c'est 2 végétaux qui vivent ensemble. Alors des végétaux microscopiques, regardez au microscope. Il y a effectivement un champignon et l'autre végétal, c'est une algue. Une algue. L'algue plus le champignon égale le lichen. C'est une symbiose, c'est-à-dire que l'un et l'autre vivent ensemble. Le lichen, il va donner quelque chose au champignon que le champignon ne peut pas avoir, et l'algue, elle va transmettre au champignon quelque chose que le champignon n'a. Il est utilisé par les hommes dans l'industrie des parfums. C'est un lichen qu'on appelle une parmélie. Et c'est une grande famille. Et dans cette famille des parmélies, dans les Alpes du Sud, souvent les gens ramassent ces lichens, ils les conditionnent en bottes de foin, hein, et ils les vendent aux parfumeurs du côté de Grasse. Et Grasse, on fait quoi à Grasse? Des parfums. Quand vous voulez allumer un petit feu, ça s'enflamme très facilement. Ça permet de démarrer un petit feu sympa. Après, vous mettez des petites brindilles un peu sèches, et puis vous pouvez démarrer un petit feu pour faire cuire les saucisses, etc. etc. Vous voyez ce que... À la une! À la deux! À la trois! Allez! Ah, les gamelles, là! Ah, on les entend, les grandes ganaches, là! Allez, Anaïs! Allez, la gagne, Anaïs! Allez, la gagne, Camille! C'est bien! Allez, Angélique! Allez! Amis font de la raquette! Suivez le guide! Les raquettes, ça n'est pas fait pour courir! C'est fait pour marcher, les raquettes! Mais Camille se débrouille bien en courant. Elle a gagné! Ah non, non, non! Ah non, c'est Camille qui a gagné! Allez, vous. Très personnalisé, et en fait nous avons donc un bureau d'études intégré qui assure
sur la partie commerciale, donc qui permet de vendre le produit, trouver des terrains éventuellement, assurer les plans, assurer le suivi complet de l'ensemble de la construction, jusqu'à la livraison finale au client. Voilà. La maçonnerie, c'est-à-dire qu'on voit les BA, on se chauffe du béton, on ne fait pas de béton, hein. On le voit avec le maçon, c'est directement du bureau architecture. Donc nous, on remet sur un ordinateur et ça donne. Voilà, ça donne tout de suite. Et voilà. Donc on peut travailler aussi l'intérieur. Faites que le tour. Voilà, je fais que le tour, on peut rentrer. Enfin, c'est comme sur YouTube. C'est quand on travaille sur tout. Je vous ai montré qu'en charpente, vous avez une grosse pièce de bois, des porteurs, des solides, etc., des tables. Bon. Ici, on va faire le sachet extérieur, l'enveloppe extérieure dans lequel il y aura l'isolant des façades. Donc ici, vous avez une table de montage qui est là, qui est pleine de trous. Et c'est là où nous allons réaliser ces fameux panneaux que vous avez en face. Là. Vous voyez, c'est composé de montants, c'est composé d'un contreplaqué, pour laisser passer l'air, et ensuite vous aurez le bardage extérieur qui est là. Donc l'épaisseur du panneau, c'est ça. C'est l'épaisseur de la paroi du chalet, la construction. C'est mal. Oui, mais après, il y a un complément d'isolant. Et dans ce panneau, nous allons mettre 100 mm de